Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les musiques d'Adrian Leverkun, des carnets de thèse dédiés à l'univers musical du Dr Faustus de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Théodore Adorno. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du contexte de la thèse, et puis ensuite on parlera de Charles Rosen, musicologue de référence en tout cas dans ce contexte. Pour revenir justement sur l'histoire du contexte de thèse, aujourd'hui j'ai reçu un mail me rappelant qu'il fallait que je paye les droits d'inscription, enfin que je paye le dernier tiers. En effet, ma carte bancaire a été refusée. Ah bah oui, c'est le lot des personnes qui utilisent des cartes virtuelles. Bon, je dois admettre que je pense que un des retraits, il ne devait pas y avoir de provision sur mon compte en banque, donc ça a été refusé. Et comme c'est des cartes en plus virtuelles, elles ne sont valables que un certain temps. Voilà, c'est des détails qui peuvent paraître un petit peu prosaïques, mais ça me permet de reparler très rapidement des conditions de travail des thésards qui participent à la recherche, hein, qui sont actifs dans la recherche, puisque une thèse c'est un travail de recherche, certes de chercheurs, on va dire débutant entre guillemets, mais n'empêche que c'est quand même un travail de recherche qui contribue à la connaissance, qui contribue aussi aux travaux qui auront lieu plus tard, parce qu'on peut s'appuyer sur des thèses pour démarrer des travaux, des recherches, etc. Mais voilà, bon. Et toujours est-il que le fait qu'on ait à payer ses droits d'inscription, c'est un caractère un petit peu absurde. Voilà, c'est pas rien, c'est 500 €. Alors pour enfin, ça, plus ah zut, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a un forfait qui n'est pas versé directement à l'université, mais bon, peu importe. Toujours est-il que... voilà, alors... comparé à ce que les droits d'inscription peuvent représenter dans certains pays, et ce qui risque d'être d'ici quelques années si Emmanuel Macron continue sur sa lancée de destruction totale de l'accès aux études supérieures au commun des mortels, ça sera assez... voilà, pour l'instant, c'est assez... raisonnable, on va dire. Bon. Mais bon, ça reste élevé quand même, puisque quand les revenus sont bas, ben même 500 €, c'est pas rien, c'est pas anodin. Voilà, c'est plusieurs mois de carburant, c'est le téléphone, c'est un loyer, c'est plein de choses, quoi. C'est pas rien. Ou un remboursement de prêt, bon, voilà. Et donc pour les étudiants, moi encore j'ai un travail, même si c'est compliqué, mais j'ai quand même un travail, donc j'ai quelques rentrées d'argent, donc je peux encore supporter vaguement ça, même si ça reste complexe, puisque j'ai fait une demande de remboursement des frais d'inscription. Ça reste complexe, mais ça reste surtout absurde. Voilà. Bon, c'est surtout absurde. Bon, j'y reviendrai peut-être à l'occasion sur un podcast dédié, mais c'est pas tellement l'objectif de ce podcast. Donc là, je vais plutôt revenir quand même sur le contenu lui-même, parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé sur Charles Rosen. Je pense que je vais avoir quelques séances consacrées à Charles Rosen, donc je suis toujours dans ma relecture, hein. Et là c'est sur la question de la fugue et de la sonate, et de la manière dont Beethoven intègre la fugue dans la sonate, dans sa toute dernière sonate pour piano opus 32, au sens où c'est quelque chose d'assez inhabituel, et que c'est justement ça qui est frappant, c'est d'essayer d'intégrer une fugue à la forme sonate qui est assez représentative de la musique classique au sens historique du terme, hein. Charles Rosen pourquoi Charles Rosen? Parce que c'est l'auteur d'un ouvrage de référence sur Beethoven et sur ses sonates, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il a un recul et un regard sur l'intégralité des sonates qui lui permet de resituer l'opus 111 dans le contexte de la sonate en général, et puis dans le contexte des sonates de Beethoven. Donc ça permet de montrer un petit peu en quoi la sonate de Beethoven, cette sonate est particulière dans le cadre de ses sonates à lui, et puis aussi dans le cadre de la sonate classique
Et donc ça, c'était intéressant. Et ça permet voilà de prendre le recul un petit peu par rapport à la description qui est faite par Adorno dans le roman, enfin directement puisque c'est le texte d'Adorno qui est pas du tout destiné au roman qui a été repris, mais ça permet aussi d'avoir un contrepoids, on va dire, sur l'analyse, et puis peut-être d'éviter de prendre du recul, en fait, tout simplement. Et puis, alors je sais pas si c'est vraiment une démarche dialectique en soi, hein, parce que il y a, je sais pas, aucune idée, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, ça permet de prendre du recul, donc j'ai trouvé intéressant de travailler un petit peu sur ces textes. Au départ, je pensais juste lire ces textes pour moi, et puis en fait, je trouvais que c'était intéressant d'en parler un petit peu dans la thèse, puisque ça recontextualise, voilà. Seconde journée de cette 5e semaine de podcast et de reprise de la thèse. Ce fut un petit peu laborieux aujourd'hui. En fait, maintenant que j'ai passé l'épreuve des notes, maintenant c'est un petit peu plus simple. Je suis dans un passage un peu plus simple où mes références sont plus faciles à situer puisque je les prends dans des ouvrages bien précis. Donc, ce que j'explique depuis le début, pour ceux qui n'ont pas entendu les premiers podcasts, c'est que je relis. Je suis encore en phase de relecture d'un premier jet que j'avais fait sur une première partie de thèse, mais je voulais la faire sans m'interrompre et je n'avais pas pris le temps de noter toutes les références dans mes notes. Un travail que j'ai dû refaire du coup par la suite, me disant que ça me ferait gagner du temps et que je pourrais toujours revenir dessus et que finalement c'était pas une si bonne idée que ça, puisque n'ayant plus les références, bien la relecture est d'autant plus difficile. Et bon. Voilà, j'ai fait un choix qui s'est pas avéré bon, mais c'est comme ça. Et que du coup, c'était un peu plus compliqué jusqu'à présent. Puis maintenant, je fais des références à des textes précis, beaucoup plus facilement identifiables. Et du coup, ça rend les choses bien plus simples. Du coup, de ce point de vue-là. Mais par contre, je me rends compte, et c'est en ça que la relecture était plus que nécessaire, je me rends compte que j'ai écrit de sacrées âneries en fait, et ça me dérange un peu plus, parce qu'autant quand c'est des questions de référence, au pire j'enlève la référence, et tant pis, ça enlèvera un petit peu de la précision de la thèse, et peut-être que ça jouera sur l'appréciation ensuite du jury, mais c'est pas non plus rédhibitoire selon ce qu'il y a autour. Ça peut ne rien changer, mais là des erreurs dans l'interprétation des textes, surtout que c'est des erreurs assez faciles à éviter. Donc tant mieux. Et là, je vais pas rentrer dans les détails personnels, mais ça, je pense que c'est plus lié à un rapport que j'ai avec tout ce travail de thèse. C'est pas la thèse ou le sujet en eux-mêmes qui ont pu amener à tout ça, mais c'est, je pense moi, une histoire de confiance en soi et c'est ça, de confiance, et c'est une confiance que j'ai appris à acquérir depuis. Donc au final, je suis dans ma 4e année de thèse, j'ai dû recommencer un petit peu, mais je pense que c'était peut-être parce que c'était pas le moment, enfin pas le moment au sens c'est pas que c'était écrit, parce que ça j'y crois absolument pas, mais c'est juste que je n'étais pas encore prêt, tout simplement parce que j'avais encore un bout de chemin à parcourir. Enfin, j'aurais pu ne pas le faire, mais je pense que je vais y gagner en qualité de la thèse, puisque c'est un peu ce qui s'est passé avec le mémoire de master, c'est que je pense qu'il aurait pu être largement meilleur, mais voilà, je l'ai terminé à ce moment-là, sinon j'y serais encore, et non pas qu'il aurait été meilleur parce que j'aurais plus poussé le travail, mais parce que moi, dans ma tête aussi, dans mon rapport à l'étude même, à cette étude-là, mon rapport à moi aurait évolué dans ce contexte. Donc là, je pense que justement, j'ai franchi un cap, pas de manière brutale du tout, mais je l'ai franchi, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu là-dedans. Toujours est-il que du coup, je relis ça, je suis un peu effrayé, mais je fais avec et j'assume. Là, je suis sur des références toujours de Charles Rosen à propos de Beethoven et de l'Opus 111.
Et puis, en fait, Charles Rosen évoque à un moment donné les variations Diabelli de Beethoven, qui sont une série de 33 variations à partir d'un thème qui lui a été proposé par Diabelli. Et sur un thème tout pourri, mais moi j'avais mal compris ce texte et j'étais persuadé que en fait comme Charles Rosen fait la comparaison pour mieux expliquer ce qu'est l'arietta de c'est-à-dire le second mouvement de l'opus 111, il évoque, il compare en fait à l'arietta aux variations de Diabelli. Et ce qui est très bête, c'est que du coup, moi, j'ai pris cette comparaison pour une description en fait de l'arietta qui est aussi basée sur des variations. Et puis non, en fait, du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'ai écrit dans mon texte que l'arietta s'appuyait sur le thème de Diabelli, puis c'est complètement faux. Bon, après, ça n'a pas un impact sur tout le reste, puisque après, évidemment, il y a des choses qui sont plus justes que j'ai indiquées, mais c'est un peu dommage parce que du coup, ça fait un sacré contresens qui est quand même pas très sérieux. Bon, bah du coup je le fais plus et c'est tant mieux et du coup ça m'a permis de rectifier un peu le tir. Donc voilà pour les circonstances un petit peu. Je pense que pour aujourd'hui c'est bien assez puisque aujourd'hui c'était un petit peu plus difficile, d'autant que j'ai été interrompu. Voilà, bon c'est comme ça. Hein, il y a des choses qui étaient qu'il y avait à faire et j'ai eu à les faire. Voilà. Mais c'est pas bien grave, hein. C'était pour la bonne cause, en tout cas je me suis interrompu, et puis oh quel bel accent. Et on se remet, je m'y remets demain avec le plus de sérieux possible, là. Comme c'est le cas hein, depuis que j'ai repris, c'est juste que le temps que j'y consacre n'est pas forcément toujours optimum, mais ça viendra, je l'espère. Voilà. Je vais arrêter de numéroter les sections de podcast par jour de travail parce que c'est un poil décourageant quand même. Je vous explique pourquoi. Jusqu'à présent, j'avais à peu près 3 jours de travail par semaine. Bon, c'est pas suffisant, mais bon, c'est toujours ça. Ben, c'est une reprise, donc c'est toujours mieux qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et je parle même pas d'avant. Hein. Ça, c'était vraiment réduit à pas grand-chose. C'est assez décourageant parce que là, au lieu d'avoir 3 jours de travail sur 5, j'en ai plus que 3 jours sur 8, quelque chose comme ça, parce que il y a eu des changements dans le programme et qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place. J'ai eu c'est toujours pour une bonne raison. Par exemple, la semaine dernière, il a fallu que un petit peu en urgence, que je me penche sur le site de l'unité de recherche, site internet, parce que j'ai été réembauché pour m'en occuper. Je suis plutôt content, parce que bon, déjà, il y a financièrement, c'est un apport qui est pas négligeable. Et c'est un travail qui est intéressant, ça me permet de me mettre aussi en lien avec mon équipe, sachant que je suis pas très présent, je suis pas vraiment, de par la distance et le fait des conditions de réalisation de la thèse, donc pour moi c'est plutôt une bonne chose. Alors certes, ça pourrait discuter de plein de manières. Voilà, je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux payé, mais l'expérience est suffisamment intéressante, j'ai suffisamment les mains libres, on va dire, pour que j'ai vraiment le sentiment d'apporter quelque chose à l'équipe de recherche, enfin l'unité de recherche, et ça c'est plutôt chouette. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais du coup, je vais plus numéroter, c'est juste voilà des sections. Si on voit pas vraiment la limite entre les sections, parce que dans mon travail de thèse, une continuité entre d'un jour sur l'autre, tant mieux. Enfin, ça me va très bien. Bon, en venant au fait, si, pour revenir quand même rapidement à cette histoire de site internet, de l'unité de recherche, j'avais travaillé déjà dessus en 2021. Le contrat s'était terminé, voilà, et j'avais laissé un petit peu, du coup, tomber, puisque forcément, y a pas de raison que je fasse ça gratuitement, mais j'avais travaillé dessus. J'avais été un petit peu déçu parce que par la lourdeur, alors vous allez m'excuser, il y a le chat qui est en train de citer à côté. J'avais été un petit peu déçu par la lourdeur en fait de l'administratif derrière, parce que en fait, alors certes j'ai les mains libres comme je vous disais tout à l'heure, mais je dépends quand même pour la maintenance technique du site, je dépends
d'autres personnes à l'université, et moi j'ai l'habitude de travailler tout seul maintenant, et c'est quand même hyper confortable. Et là, du coup, il y a eu des lourdeurs, il y a des choses qui ont pris des mois alors que ça pouvait prendre quelques semaines. Alors, il n'y a pas de fautif en soi, il y a personne qui a fait de quoi que ce soit qu'il ne fallait pas, c'est juste qu'il y a des circonstances qui ont fait que ça n'a pas pu se faire aussi rapidement que ça aurait pu. C'est dommage, c'est comme ça, j'en veux absolument à personne, mais voilà, c'est le gros inconvénient de ce genre de situation. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça se reproduira pas, mais voilà, c'est comme ça. J'avais été un peu déçu, et puis finalement, à y réfléchir, parce qu'il y a déjà l'apport financier, enfin ça, je vais pas mentir, c'est vraiment pas rien. C'est évidemment très insuffisant pour vivre, mais c'est déjà beaucoup pour moi qui a quelques revenus un petit peu aléatoires en ce moment, donc c'est absolument pas négligeable. Mais j'ai quand même reconsidéré le fait du lien, comme je vous disais tout à l'heure, que ça me permet d'avoir avec l'équipe, parce que ça me permet vraiment d'être dans l'équipe en fait, parce que mon problème, je me suis retrouvé à travailler sur une thèse qui est complètement en décalage par rapport aux axes de recherche de l'équipe. Ça me plaît dans un sens, puisque je travaille sur un sujet de thèse qui me plaît, même si c'est pas facile, et même si je m'inquiète de l'idée je suis pas très optimiste, je suis de moins en moins optimiste sur le fait de réussir à finir ça pour 2022, en espérant que 2023 ça soit vraiment la dernière limite. Bon, là-dessus je suis confiant sur le fait que en 2023 j'en parlerai plus de ma thèse. Par contre pour 2022 c'est encore discutable. Bon, passons. Du coup, je ne sais absolument plus ce que je disais, mais oui, j'ai l'inconvénient de pas être, je suis un peu à part, donc c'est bien, mais en même temps, c'est frustrant parce que, je rentre pas vraiment dans le cadre et dans les clous, et ce qui fait que, j'ai pas l'impression d'être vraiment dedans. Bon. Voilà, c'est un choix, c'est comme ça. J'avais pas vraiment conscience de ça au départ, mais je suis parti là-dessus. Bon, c'est comme ça. Voilà, bon, ça c'était juste une grosse parenthèse, mais c'était une parenthèse. Alors pour revenir un petit peu au sujet du jour, eh bien, je suis sur des histoires de matériaux actuellement. Sur le matériau musical qui est utilisé dans l'arietta de la sonate 111 de Beethoven. Qui est un matériau hyper dépouillé, et Charles Rosen compare ce matériau à celui qui est utilisé dans les variations de Diabelli, et ça c'est intéressant. Alors je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais là je suis allé un petit peu plus loin, et ce qui est intéressant c'est de voir à quel point le fait de dépouiller ce matériau et de le rendre hyper tonal, parce que sur le podcast il y a eu un commentaire, j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était c'était juste une interrogation, hein. Est-ce que Beethoven serait pas en train de sortir du système tonal? La réponse est absolument non. C'est catégorique, et c'est vrai moi je trouve ça vachement intéressant, parce que moi-même je me suis posé la question, hein, savoir si dans un sens Beethoven ça serait pas déjà une sortie du système tonal, enfin du moins pas une sortie, parce que c'est clairement non, mais est-ce qu'il y aurait pas déjà une certaine petite tendance à vouloir quand même de s'extraire, mais en fait en contraire c'est carrément l'opposé, c'est-à-dire que il revient encore plus au fond, surtout dans la période tardive, puisque c'est celle qui nous concerne, mais il revient encore plus sur la tonalité, et de manière encore plus flagrante, c'est-à-dire que encore plus limite on est proche du cliché quoi de la musique tonale, avec des enchaînements harmoniques hyper simples, et sans surprise, et c'est ça qui est intéressant, parce que Charles Rosen revient justement là-dessus, c'est son talent, c'est d'avoir réussi à faire, je vais essayer de vous donner la citation, de rendre ça encore plus expressif par espèce de renfermement sur la tonalité elle-même quoi. Nous prenons conscience à l'écoute, nous dit Charles Rosen, qu'une dominante simplement tenue et répétée peut être plus expressive à elle seule que n'importe quel accord plus exotique. C'est-à-dire que
on a une tendance dans le système tonal après Beethoven à aller chercher du chromatisme, aller chercher des fonctions harmoniques qu'on n'utilisait pas. On a même tendance à sortir à essayer de s'extraire de la fonction harmonique, et puis pour s'extraire de la tonalité, essayer de défaire un petit peu des contraintes de la tonalité, et puis lui au contraire, parce qu'on n'est pas encore, ce serait anachronique de dire qu'il veut s'extraire de la tonalité, mais au contraire, il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va se renfermer la tonalité encore plus sur elle-même pour la rendre expressive. C'est ça que je trouve assez remarquable dans le principe. Je viens de couper ce podcast, vous venez peut-être de vous en rendre compte, parce que j'avais commencé à m'embrouiller, j'ai commencé à digresser, et puis c'est parti dans tous les sens, et je me suis perdu. Et du coup, ça ne servait pas à grand-chose que je vous laisse ce qu'il y avait dans ce contenu un peu brouillon. Voilà. Avant de vous laisser, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a... dans la description de ce podcast ou de la vidéo, si vous vous écoutez ce podcast sur YouTube, vous devriez avoir un lien vers un Linktree qui vous amènera vers toutes sortes de lieux virtuels sur lesquels je suis sur Internet, que ça soit Facebook, que ça soit Instagram, des réseaux sociaux et tout, et mes sites Internet. Il y a 2 sites sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. C'est d'abord Patreon, qui est une plateforme de micro-mécénat si vous ne connaissez pas, et où vous pouvez me soutenir financièrement. Alors j'essaye de donner beaucoup de choses en retour aux contributeurs, ceux qui ont décidé de me soutenir dans mon travail de créateur, que ce soit en photo, en musique ou en vidéo. Voilà. Et l'autre, c'est la boutique en ligne où vous pouvez acheter des tirages, parce que je fais depuis quelque temps, j'ai mis en vente des tirages dont je suis pas mécontent, des tirages photographiques. Donc je pourrais même dire que je suis assez fier, parce que là c'est un aboutissement de longues heures passées à prendre des photos. Vous verrez sur le thème de la forêt, des arbres et des racines, tout ça. Donc c'est loin d'être un travail achevé, mais en tout cas là c'est une première partie de ce travail que j'ai commencé à mettre en ligne. Alors il y a peu de photos, tout simplement parce que je suis en train de finir l'édition de toutes les autres photos. Il y en aura bientôt pas mal, mais vous pouvez toujours aller en prendre une ou deux. Ça c'est un soutien, c'est déjà beaucoup, et ça m'aidera, et ça sera un soutien incomparable. Voilà, je vous remercie de votre écoute, d'être allé jusqu'ici, et puis on se retrouve très vite pour le prochain podcast.